Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Double Team. Aujourd'hui, on va encore prendre le temps de revenir sur la carrière d'un joueur, mais pas à deux, cette fois-ci à trois. Et comme dans une vie de couple, parfois on a envie d'essayer à trois. Et bien cette fois-ci, on a essayé et on a été plutôt ambitieux sur la troisième personne. Bon, Thomas est là. Ah oui, je suis là. Attention à la double team là. La double team, on a mis la prise à deux de Tom Serravino. Jamais il s'en sort avec nous deux. Hein. Ah non, mais ça c'est clair. Et Kev Serafa est avec nous. Ouais. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu sur First Team. Ça fait un petit moment déjà, les gars. Ça va? Ouais, ça va. Franchement, je me suis pas rendu compte à quel point le temps est passé vite. Ouais, c'est vrai que cette saison est passée très vite sans Kevin, malheureusement, mais on est content de te retrouver pour parler de quelqu'un que tu connais très bien, avec qui tu as joué de nombreuses années. Ah bah si t'es là, c'est qu'on va parler de John Wall et que t'as joué avec lui, que t'es resté au moins 5 saisons du côté de Washington avec le numéro 1 draft. Il vient de prendre sa retraite, ça t'a fait un petit truc ou pas toi? Non. Non, c'est vrai? Non, parce que ça faisait un petit moment qu'il joue pas. C'est plus dur de voir un mec qui joue et puis du jour au lendemain il arrête, mais là ça faisait déjà 2 ans, 2-3 ans depuis 2022 je crois, il a pas... Ouais. Donc à un moment oui, je savais. Ouais, moi ça m'a fait un truc pour quelque chose d'assez simple, c'est que vous savez, quand il y a des joueurs de votre génération qui font des choses, on les suit tous avec un peu plus d'attention. Quand il y a des gars de votre génération qui prennent leur retraite, et dans ta tête, ça se dit, tu sais, je me dis, mais je suis vraiment vieux. Génération 90. Vieux. Ouais, c'est un 90, on est de la même génération, donc c'est le numéro 1 de draft de ma génération. Donc de voir prendre sa retraite à 35 piges, je me dis, ah ouais, je suis vieux en même temps, moi aussi. Il prend sa retraite pour devenir consultant sur Prime. Qui ont récupéré plein de droits du côté de la NBA. Ils sont plutôt ambitieux. En tout cas, c'est un mec qui a marqué les années 2010. C'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. S'il y a une action, ou une image qui vous revient de John Wall comme ça directement, c'est laquelle? Le Doogie. C'est pas du basket ça. Non mais après c'est comme ça commence le match. Mais oui, c'est la première chose, t'as raison. Ça danse. C'est ça, c'était la danse et c'était la première présentation où tu vois il sort et même moi je savais pas le programme, tu vois. Je vu sortir il a commencé à passer. Je dis wow, tu vois, quel show, tu vois. Donc je regardais et j'étais moi-même pris dans le truc, tu vois. Donc ça et puis après quand en playoff il va en ballon et puis il monte sur comment ça s'appelle sur la table de marque, tu vois. Il dit c'est ma city. C'est ça, tu vois. Maintenant, après, sur des actions basket, il y en a plein, mais c'est vrai, les vrais souvenirs, les trucs que j'ai, ils sont plus en dehors, j'ai l'impression, parfois. Il y a un truc, quand même, de John Wall qui arrive souvent, c'est sa gamme de lay-up. C'est-à-dire qu'il a la faculté à passer le ballon là comme ça derrière son dos là pour provoquer des différences, et puis des 3-6 lay-up aussi. Il y a pas 1500 mecs qui arrivent à faire des 3-6, finir en lay-back. On a déjà Morant en ce moment, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Mais John Wall réussit vraiment à en placer assez souvent. Totalement. Et je pense, tu sais sur qui il a pris ça? Nick Young. Ah, Nick Young le faisait, ça? Nick Young le faisait. Ok. Et après ils ont commencé à s'entraîner dans la salle d'entraînement, ils ont commencé à le faire, parce qu'avant il faisait pas ça. En collège, je crois pas que le voir faire ça. Mais là il arrive et puis il commence à s'entraîner, il fait des petits trucs. Et il arrive à le placer en match. Et il le place après. Et le dernier truc technique avec John Wall qui le différencie de beaucoup d'autres, c'est qu'il c'est un droitier, son shoot c'est main droite. Mais il était très fort main gauche, et il était naturellement plus adroit sur ses lay-ups en finition en pied inversé ou avec la main gauche. C'est assez rare, mine de rien, pour les droitiers où d'habitude, ta main forte dirige à peu près tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours ce truc, on nous dit quel joueur vous montrez à des mecs qui n'ont jamais fait de basket et qui voudraient s'y mettre. Mais le top 10 de John Wall, il est exceptionnel. Je pense que c'est un des plus hauts niveaux dans la NBA actuelle. Ouais, il y a tout, des posters, des step back clutch, des lay-up fous, des passes D, c'est un vrai meneur de jeu pour le coup, une superstar meneur de jeu dans ces années-là où il y en avait plein des meneurs de jeu, et c'est vrai que son top 10, ses highlights, ça fait partie des meilleurs highlights de l'histoire de la NBA tout simplement. Allez, en tout cas il a fait 11 saisons en NBA, on va prendre le temps aujourd'hui de revenir dessus, on peut lancer le double team sur John Wall. John Wall, il est donc né le 6 septembre 1990, ta génération en Caroline du Nord. Il va avoir une enfance compliquée, il va grandir sans son père qui va aller en prison. Il va finalement sortir de prison parce qu'il va avoir un cancer et il va mourir quelques semaines avant. Donc John Wall va vraiment grandir sans son daron. C'est sa mère qui va l'élever comme beaucoup de joueurs NBA. Et le basket va être un échappatoire. Toi, Kev, j'imagine qu'il n'est pas allé trop loin dans son enfance, mais est-ce que tu as entendu des trucs sur son enfance où c'était un peu un gangster quand même quand il était jeune, il a fait pas mal de conneries? C'est un mec qui m'a vraiment toujours inspiré, parce que la première fois je lui ai demandé mais à partir de quel âge tu savais que t'allais être numéro 1, tu vois, il m'a dit 13-14, tu vois. C'est jeune. Et je me suis rendu compte que assez tôt quand même, et malgré le fait que les mecs ils grandissent sans rien, vraiment, même avec le peu qu'ils ont, c'est rien, tu vois, tu te dis, mais ils trouvent la motivation
d'être numéro 1 de la draft, tu vois. Et honnêtement, c'est là où tu te dis, ben, le mec, il a... Moi, à mon niveau, en tout cas, j'ai ce respect pour lui parce que je sais qu'il a... Tout ce qu'il a voulu se fixer, il y arrive, en fait, tant qu'il veut le faire. Là où je te rejoins, c'est que les gars vivent dans des situations difficiles, avec des situations familiales, des cellules familiales ultra difficiles, mais le sport reste, tu sais, une cible dans leur vie pour réussir à s'en sortir, bien sûr financièrement, mais même pour devenir un homme. Et quand, à partir de 12, 13, 14 ans déjà, tu sais que tu vas devenir pro, c'était pas ton cas par exemple, non, c'est pas donc tu vis pas avec ça, lui il a déjà ça en tête, donc il vit pendant au moins 5 années, 5 saisons, avec la pression aux États-Unis d'être déjà très mis en avant, parce que c'est le début des réseaux sociaux, de YouTube et tout, et il arrive à aller jusqu'au bout de ce rêve. Moi, là où je te rejoins complètement, c'est qu'on peut, quelque part, on peut avoir du respect déjà, mais même de l'admiration pour des mecs qui, malgré des blessures, des méformes, tu vois, des performances compliquées parfois, arrivent quand même à la fin à être le meilleur de sa génération, le meilleur de tous les États-Unis. C'est un truc de malade, le meilleur du monde en vrai, meilleur du monde. C'est un truc de ouf. Et finalement, il y a cette époque du lycée où vraiment on va commencer à comprendre le phénomène John Wall. Avant la fac, vous aviez déjà entendu parler de ce phénomène ? Oui, on est déjà dans les années justement où il y a des highlights, où on commence à voir les meilleures actions des meilleurs joueurs. Et les gars au lycée aux États-Unis, je l'apprends à personne. En fait, c'est déjà des pros, les gars. Physiquement, ils font des trucs de malade. En plus, ils jouent contre des mecs qui sont sous-dimensionnés par rapport à eux. Donc, c'est d'autant plus impressionnant. Le meilleur exemple, c'est Zion Williamson, bien sûr. Oui. Mais John Wall, c'est filmé. C'est filmé. Et c'est bien filmé en plus. T'as des bonnes images. Quoi, quand même. Ah oui, non, mais On va pas dire les clips, allez les regarder, mais genre, c'est n'importe quoi, quand même. Ils sont tous les mecs sont comme ça. Il court, il fait des moulins 3. Le mec, il est meneur de jeu, il met des posters sur le matin, c'est un truc de ouf. Waouh. Et il y a un truc avant qu'il aille à Kentucky, c'est quand même le Nike Cup Summit. Kevin, pour l'anecdote, Kevin, tu étais à ce Nike Cup Summit. Tu as disputé ce match. J'étais au Nike Cup Summit. J'étais parti cette semaine, du coup, avec Edwin Jackson. Et du coup, on est parti cette semaine. Et c'est un peu là que ma vie a changé, puisque du coup, le Nike Cup Summit, j'ai sorti une bonne perf. J'étais avec Edwin qui a fait un moins bon match, du coup, tu vois. Et du coup, on a joué contre John Bradley et on les a battus. C'est Edwin Jackson qui a dû se taper John Wall, du coup. Oui. John Wall et Avery Bradley. Donc, deux des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA des années 2010. Hein. Totalement, tu vois. Et John, du coup, John, on a souvent eu des conversations sur ça parce que, en fait, il me demandait plusieurs fois, mais il est où ton gars maintenant, Jackson, tu vois. Et je lui disais toujours, il joue là, il fait ça, tu vois. Mais il me dit, en gros. Le mec, nous, on nous a vendu, c'est le prochain Tony Parker. Et moi, Avery Bradley, on s'est dit, on va l'éteindre. Et on était sur ses côtes. Je dis, mais les gars, en plus, il y a John, tu prends John au début, il sort, c'est Avery qui rentre, qui défend encore mieux, qui est vraiment, il a carrément fait toute sa carrière sur ça, tu vois. Donc, au final, j'ai eu les behind the scenes, tu vois, de ce qui s'était un peu passé avec Edwin et j'ai mieux compris certaines choses que j'avais vues, tu vois. Et ESPN, à l'époque, place John Wall comme le meilleur meneur au lycée. Toi, sur ce tournoi, est-ce que tu as l'impression que c'est lui le meilleur sur ce match-là ? Oui. Sur ce match-là, il est très fort. Je me rappelle plus de ses stats exactement. Il fait 13 points, on se passe. Voilà. Du John Wall, en fait, de la passe et du scoring, les deux. Donc, et du spectacle aussi. Après, ils perdent. Ouais. Donc, merci de préciser que t'as pas donné tes stats à toi. Le reste non, mais c'est là, non, mais ça se passe. C'est un détail qui viendra après, tu vois, voilà. Mais ils perdent, donc c'est là où j'enlève de la crédibilité à sa performance, mais. Oui, il est très bon, John. Sur ça, on a toujours rigolé. J'ai toujours dit, je t'ai contré. Lui me dit, vas-y, je t'ai contré 2 fois sur la même action, parce qu'il y a actuellement un contre sur la même action où il tape la balle, et puis la balle en l'air, il la retape. Tu vois, donc à chaque fois, je chambrais sur le Nike Cup Summit, parce que du coup, moi, je l'ai gagné, donc c'était comme ça. En fait, c'est marrant parce que tu vas le retrouver à Washington, mais tu le connais 2 ans avant. 2 ans avant. 2 ans avant. Un an avant. Ouais. C'est dans l'année 2009. 2010, ouais. Une saison avant. Mais ça, c'est quand même un truc, le grand public n'a pas du tout cette perception, mais en fait, tous les joueurs, on se connaît tous. Ouais. C'est-à-dire que dans ton pays déjà, tu fais les sélections en tout genre, quand t'es bon jeune. Après, tu te retrouves dans les équipes de France jeunes. Donc, tu te retrouves, on le voit en ce moment avec Timothée Luwawu-Cabarrot et Isaac Cordigné. Les mecs, ils étaient ensemble en cadet. Ils se sont retrouvés draftés la même année. Ils se retrouvent à faire l'équipe de France ensemble. Tout le monde se connaît. Et Kevin, par le biais de ces tournois-là ou ces réunions-là, c'est Nike qui l'organise, en fait, tu connais tous les mecs de ta classe de draft, finalement. On se connaît tous depuis qu'on a 15-16, donc... et encore, moi, je suis arrivé en retard dans le groupe.
Ouais. Mais il y en a et c'est pareil. Donc il y en a qui font des compétitions, même quand ils vont au championnat du monde, ils vont au championnat d'Europe. Tu vois les mecs, tous les Russes, les trucs, tu les croises, tu vois. Donc c'est vrai, on se connaît tous un peu. Mais moi, ça m'avait impressionné, c'était Nico Batum. Sur les quiz, sur les légendes, ça draft à lui, mais il connaît tout le monde. Ouais. Il fait dans l'ordre jusqu'au bout, jusqu'à lui. Bah oui. C'est en même temps, t'es là, t'attends. Machin numéro 2, machin numéro 3. Toi, t'attends. T'as attendu, toi, un petit peu, pas tant que ça finalement, avec le recul. Mais bah oui, donc c'est des souvenirs comme le premier appel au CP. Hein. Tu t'en souviens, toi, Tom, hein, bien sûr. Tu t'en souviens de tous les jours au CP. Ton CP. On les embrasse, Jessim notamment. Du coup, il y a ce Nike Hoop Summit. Derrière, il va signer à Kentucky. Est-ce que toi, tu vas le suivre du coup après? Non, tu vas retourner en France. À ce moment-là, faut être clair, les gars. Je m'en fous totalement, moi, de suivre le sport américain, la NBA, rien, tu vois. Je le perds de vue. Je me concentre sur toi-même, en fait. Voilà, je vais avancer, on me dit que je vais peut-être aller en NBA. Bon, je me dis, bah... Peut-être qu'on va se retrouver. Peut-être que je vais me concentrer, peut-être que je vais le contrer peut-être un jour. Mais Thomas, toi, du coup, tu t'en foutais moins, tu l'as suivi à Kentucky, c'est une année exceptionnelle à suivre. Il est avec Eric Bledsoe à Kentucky, avec DeMarcus Cousins, évidemment. Patrick Patterson. Pourquoi elle était folle, cette équipe de Kentucky? Parce que c'est une équipe de freshmen dans une énorme fac qu'est Kentucky, coachée par John Calipari, qui est un coach hyper iconique, et c'est une équipe qui se voit aller au bout. Ils se la racontent, ils sont ultra talentueux, ils sont spectaculaires, enfin il y a tout pour aller au bout, pour aller au moins au Final Four. Et quand il y a des upsets comme celui qu'on va vivre là, lors de cette March Madness 2010, et ben ça reste en mémoire. Moi je me souviens vraiment de ce match face à Virginia, où il y a quand même deux noms qu'on connaît dans l'équipe. C'est d'un côté Joe Mazzulla, le coach des Celtics, c'est le meneur titulaire de cette équipe face à John Wall. Donc souvent ils en discutent parce que c'est quand même drôle. Quelle année lui? C'est 80, c'est aussi la même génération, il était un peu plus vieux, donc je pense en 88-89. Tu vois, donc il est archi jeune, il joue contre John Wall, et l'autre c'est Devin Eubanks. Bon là c'est moins connu, mais pour le coup c'est un gars qui a joué aux Lakers. Donc upset de malade face à une équipe, et quand je disais tout à l'heure, il se la pétait, c'est exactement cette génération, le Dougie, le machin, c'est la surconfiance que dégageait toute cette génération d'Américains là, où t'as l'impression qu'il peut rien leur arriver. Bon, la moitié de l'équipe va en NBA. Il était roommate de DeMarcus Cousins. Alors là, ça devait envoyer dans la chambre à la fac. Cousins lui a dit qu'il lui a un peu sauvé sa carrière parce que John Wall lui a un peu parlé, l'a remis sur le droit chemin. Donc il devait vraiment être... Moi je te disais, tout le temps il nous disait ça. Il nous disait, mais il était hors de contrôle. Il me racontait des trucs, tu sais, je vais aller l'attraper. Une fois on va en boîte, je le retrouve le temps que je comprenne, il est en train de taper un mec derrière le bâtiment. Il me dit, il était trop impulsif. Donc c'est toujours John qui allait, tu vois, et c'est comme ça qu'ils ont créé, puisque John, c'est vrai que c'est un leader, tu vois, même moi sur les trucs, à chaque fois il y a eu des moments, c'est quelqu'un qui s'est mouillé pour moi pas mal de fois, hein, sur même les situations avec les coachs. Allez voir Randy. Pourquoi il joue pas? La première série de playoffs à Toronto, pourquoi il joue pas? Genre, il s'est toujours mouillé, tu vois. Donc, honnêtement, je comprends et ça m'étonne même pas que quand il voit un DeMarcus sûrement à moitié intoxiqué, des trucs, à un moment, il a ce rôle où c'est le meneur et écoute. Ça, c'est un truc intéressant que je raconte parce qu'il a à la fois la surconfiance, il se la pète, disons-le. Ouais. Et on y reviendra sur le Dougie d'entrée, c'est quand même des trucs qui nous ont resté en mémoire à l'époque de Vine, hein, donc on peut le regarder en boucle et en boucle et en boucle. Mais il avait aussi le côté en off où le leadership, et tu vois, tu épouses le rôle du leader parce que t'es meneur de jeu, parce que t'es le meilleur de l'équipe, mais on sait aussi bien qu'il y a d'autres gars qui ont ces deux rôles-là, meilleur joueur et leader supposé, et que finalement dans off ça ne marche pas et que t'as pas ce qu'il faut. Lui, il a toujours eu ce qu'il fallait. Tu nous as toujours dit ça, toi, Kevin, que oui, c'est un gars que tu pouvais suivre assez facilement. Il arrive dans une génération où, des générations où les numéros 1 de draft sont des meneurs de jeu. Ouais, donc Derrick Rose, il y a Kyrie Irving, tu vois, il y a un enchaînement comme ça de meneurs qui vont devenir des stars, des légendes du sport avec des destins très différents, mais donc tu te retrouves quand même à l'âge d'or peut-être des meneurs de jeu avec beaucoup de postes 2 qui deviennent scoreurs et certains qui restent des vrais meneurs de jeu comme John Wall. Tu vois, il y a Steph Curry qu'on peut citer à cette époque-là, il y a Russell Westbrook, il y a Chris Paul qui est au top. Et ils sont tous différents. Ouais. Ça c'est vrai, t'as raison ça. Tous différents. Que ce soit sur leur style, que ce soit Derrick ou que ce soit Irving, tu dis mais ils sont tous. John, il est venu avec son autre style, il faisait des choses. Pourtant on l'a beaucoup comparé à D-Rose et à Westbrook. Oui. Parce que c'est pour le côté athlétique, mais en vrai ils ont pas du tout le même style. Non. Tu vois, D-Rose, c'est difficile, le gars il est MVP et tout, mais moi je sais par exemple les trucs qui m'ont choqué. D-Rose, moi j'étais toujours impressionné de voir comment il changeait de direction, on dirait que c'est du ski. Le mec ses genoux touche limite le sol sur des actions, tu dis mais comment c'est possible? Parfois ça a touché, c'est pas bon. et ça partait vite. Il est parti. Tu vois, Westbrook c'est pareil, mais c'est pas aussi, il change pas de direction, c'est un train, il part une fois qu'il est parti, il part vite.
Alors que John, à chaque fois, il fallait lui laisser du temps. Ça veut dire que sur les 2-3 premiers mètres, il n'est pas le plus rapide. Mais une fois qu'il prend son élan, c'est pour ça que tu vois généralement beaucoup d'actions tout terrain. C'est vrai. Une fois qu'il prend tout son élan, c'est le meilleur sur l'open court. Voilà. Clairement, c'est vraiment donc c'était ça un peu. Ils étaient tous et puis Kyrie, bon, ça arrivait dans tout. Kyrie, c'est du 1-1, c'est l'ISO plus. Mais c'est vrai que c'est chacun avec ses qualités et c'est la beauté de notre sport, c'est que tu peux faire la même taille à peu près, avoir à peu près le même physique. En fait, la manière de jouer naturellement peut être complètement différente d'un super shooter comme Kyrie, comme Steph, pardon, au mec de 1 contre 1 comme Kyrie, aux bombes physiques, aux mecs sur open court, aux mecs qui sont un petit peu plus passeurs comme Chris Paul ou comme John Wall. C'est bien la preuve que c'est le meilleur sport du monde à un moment donné, c'est que tu peux tout faire alors qu'on n'est pas beaucoup sur le terrain et que normalement les postes sont ultra prédéfinis. Allez, recentrons-nous un peu sur notre ami John Wall qui va donc arriver en NBA. Il arrive donc en NBA, il est sélectionné par les Washington Wizards. On est donc en 2010, juste après l'histoire d'ailleurs des flingues. Hein, si vous n'avez pas vu le double team sur Gilbert Arenas, on a fait tout un épisode et on revient sur cet épisode-là. Toi, tu es de la même année de draft, tu es drafté par Chicago. Tu te souviens de tout ce qu'il y avait autour de John Wall à cette époque-là ? Moi, je me souviens de tout. Il arrive et on lui donne tout. C'est un plateau, il y a son nom partout. Je vous disais, même sur les dalles devant la salle, comme à Hollywood, t'as John Wall numéro 1. Ils ont vraiment fait une pub. De toute façon, la plupart des équipes font ça, mais tu lances vraiment une grosse pub sur lui. Ouais. Honnêtement, il répond aux attentes. Il est rapide, il fait tout ce que, en tout cas, les mecs qui s'attendent à voir. Et avec une aura, donc moi quand j'arrive, je me dis waouh, c'est vraiment ça en fait, c'est ça le tapis rouge du numéro 1. Pas numéro 2, numéro 3, numéro 1, vraiment où il arrive, même à la télé, tu vois les pubs, les trucs, je le vois faire des pubs pour des télés, pour des trucs, moi j'ai jamais fait de pub à Washington. Jamais. Donc là je me dis, tu le vois, partout tu fais le truc, et puis la première année, moi par exemple une fois je suis à Atlanta, et je vois passer un flyer, et il a une soirée. On joue demain. Tu vois, welcome party by John Wall. Voilà, c'est ça en fait. Host by John Wall. Host by John Wall. Et je regarde le truc, je me dis, c'est une folie. Et le lendemain, malgré ça, il fait son match. Il taffe en fait. Qu'est-ce que tu fais ça ? Et les mecs, ils sont comme ça. C'est des trucs qu'on n'imagine pas trop en France. Ça m'a rappelé ça. J'ai fait wow. Sachez d'ailleurs que jeudi soir, il y a une soirée host by Tom Chiaravino au Duplex. Et vendredi matin, basket. Ah, j'espère, pour faire un triple double. Comme John Wall. Quand t'es rookie la même année que lui, toi, tu le prends comment ? Comment tu le vis ? Est-ce que tu dis je suis protégé, c'est lui qui prend toute la lumière, ou tu dis donner un peu de lumière aussi à... Non, je sais juste que j'essaie de travailler pour rejoindre, surtout il habite juste en haut de chez moi, John, donc du coup on passe beaucoup de temps ensemble. Je vais chez lui, on regarde des matchs, on fait des choses, donc je le vois pas comme il y a trop de lumière, je vois juste que le mec il mérite. Premier match il nous sort un triple double. Moi, qu'est-ce que tu veux dire en fait ? Moi, je me pose, je regarde et comme tous les mecs forts à qui tu l'assistes, tu l'aides en fait. Est-ce qu'il avait la tête sur les épaules ? Il continuait à être normal ou ? Non, au début non. Ouais. Au début, d'ailleurs, on n'a pas une bonne relation au début. On a des embrouilles. Hein. Je parlerai pas j'ai une baston avec lui, mais je parlerai pas de ça parce que c'est mon gars et on a par respect. Non mais toutes les bonnes amitiés commencent avec une baston. C'est un truc de frère, voilà. On se bat avec son frère. C'est exactement ça. J'avais un petit Kevin en surpoids qui parle pas anglais, pas facile à prendre. Oui, t'as raison, putain. Ça reste un meneur de jeu en face. C'est ça, donc tu vois, mais en tout cas, petite embrouille parce que je pense qu'à un moment il a influencé par les gars, par Gilbert, que ce soit André. On a un sacré groupe. Hein. On a un sacré groupe, tu vois. Et donc tous les gars sont là. Quand tu dis influencer, ça veut dire quoi ? On sait que Gilbert Arenas, maintenant, on le sait, on peut le dire, on en a déjà parlé en off, on a vu des documentaires, on a fait un double team sur lui, il était goofy, il était foufou, il était con même, faut le dire. Il arrive le premier mois, et je pense que d'abord il arrive, donc il est gentil. Il est sympa, il est respectueux avec tout le monde. Et tu vois pas vraiment de différence avec la star. Parce qu'il est avec tout le monde et il n'y a pas de soucis. Et au bout d'un certain temps, il passe beaucoup plus de temps avec Nick, beaucoup plus de temps avec Gilbert, ils sont ensemble. Je sais pas ce qu'ils se disent. On se rend compte que l'influence commence à devenir différente. Il est moins respectueux. Il fait des trucs de gang, il parle de signes de gang dans le truc et tout. Non mais c'est une folie. Je suis là et on le regarde tous, tu vois, et tu le vois en fait, tu vois son évolution. Et nous on a cette embrouille justement. Qui, je pense, l'aide à se calmer vachement. donc du coup, tu vois, on a... Et en fait, la première année, c'est comme ça. Donc la première année, on n'est pas proche. On est proche parce que, on se connaît un peu d'avant. Donc on arrive, mais on n'est pas proche de fou. Vraiment, là où je pense que c'est la deuxième année
où bah là, lui, en plus il est blessé à un moment, les trucs, le lockout, on revient, il y a tous ces facteurs, tous ces trucs-là, et la deuxième année on commence, où là les mecs, et puis je commence à parler anglais, les mecs commencent à m'inviter même à l'extérieur. Ah vas-y viens, on va manger, viens. Ah vas-y Kev, viens, on va là, vas-y Kay, what you doing? C'est toujours la même chose, tu vois. Pour en revenir quand même à son arrivée, il fait la Summer League. Tu l'as joué la Summer League? J'ai pas joué parce que j'étais blessé. Il est MVP de la Summer League. Oui, fantastique. J'ai vu. À ce moment-là, toi, tu le vois arriver à la Summer League, tu vois ses débuts, il a parlé du triple-double. Tu te souviens un peu de voir John Wall au début? Bien sûr, bien sûr. Ce qui est fou, c'est que John Wall, il aurait dû être rookie de l'année, mais que Blake Griffin, avec son histoire de blessure l'année précédente, fait une saison rookie juste extraordinaire. Il est en 22-12, et donc c'est Blake Griffin qui gagne le trophée du rookie de l'année, mais il fait exactement tout ce qu'on attend d'un jeune meneur de jeu. Donc point passe, tu vois, t'as plus de 16 points, tu fais des passes, on comprend tout de suite quel joueur tu pourras être dans 3-4 ans quand tu vas continuer à bosser sur ton tir extérieur. C'est son petit truc, son petit défaut dans son jeu, on va dire, mais il a toujours réussi à amener les mecs avec lui et puis à être spectaculaire. Et en NBA, quand t'es spectaculaire, ça accélère le process. Donc, non, cette saison rookie, elle est réussie. Il est en 16 et 8. Ouais, c'est ça, 16 et 8, ça, c'est des stats de très haut niveau. Tu regardes Chris Paul, c'est aussi 16 et 8 sur saison rookie. Et gros bosseur. La première année, gros bosseur. John, surtout qu'il fait des trucs incroyables avec la balle, et gros bosseur. Il t'impressionnait sur les workouts, enfin, quand les entraînements individuels, il faisait des trucs un peu... Ouais, il va vite, en fait. Il va, et puis, en fait, même, il a un très bon dribble, il maîtrise vraiment bien son dribble. Donc, même ses exercices sont différents. Il est en face d'un mur, il dribble avec 2 ballons, il envoie la balle, il reçoit, il passe. Il a vraiment un bon dribble, en fait. Donc, c'est impressionnant à voir, tu vois. Donc, je me rappelle, moi, la première fois que j'ai vu les gars s'entraîner, parce que j'étais blessé. Donc, je viens, mais je joue pas. Ça m'a fait flipper. Parce que les mecs ont faim. Ça se tape. Genre, et John, il se balade dans cet environnement. Genre, c'est pas comme s'il subit, je me dis, ah, la petite star, on le protège. Non. Parce que, et le mec, il fait ça. Et le soir, quand il rentre, moi, je te dis, j'allais chez lui des fois. 3 télés. Voilà, 3 télés sur le mur. Il regarde tous les matchs. Il regarde tous les matchs. Okay. Et il fait ça tout le temps. C'est un étudiant du jeu, tout le temps. C'est le mec le plus, moi, de ma vie que j'ai pu croiser dans l'intelligence du jeu. C'est le mec le plus intelligent que moi, en tout cas, que j'ai vu. Maintenant, il y en a d'autres qui pourront dire autre chose. Oui, bien sûr. Mais moi, en tout cas, de lui, il y a des matins, on arrivait. John, il connaissait déjà les systèmes. Je me rappelle quand Boston en jouait, il était obsédé par Rondo, par des trucs. On arrive, il connaît le système. On est avec le coach, il est en train de parler. Il connaît déjà, bon, on va faire ça. Et il est en train de parler avec les coachs sur qu'est-ce qu'on fait. Nous-mêmes, on attend juste qu'il déballe le système, tu vois. Donc, il y avait déjà une différence entre nous. Ce qui est fou, c'est que j'écoutais un podcast avec Sam Cassell, qui est à l'époque adjoint chez Wizard. Il racontait une histoire sur John Wall, où il arrive à l'hôtel. Washington a déjà perdu 25 matchs. Et lui, il vient toquer à la porte de Cassell et il est en pleurs. Et en fait, Sam Cassell disait qu'il vivait très mal le fait d'arriver dans une équipe de merde qui perdait autant de matchs, parce qu'à Kentucky, ils ont gagné. Toute sa vie, il a gagné. Toute sa vie, il a gagné. Et il dit à Sam Cassell, en pleurant, ça va s'arrêter. Et il dit, non, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas pour tout de suite, genre. Et tu sentais que ça le pesait, ça, de perdre autant de matchs? Ça pèse toutes les stars. Il n'y a pas que John. Je les ai toutes vues, la plupart. Paul, Carmelo, tout le monde. Tu vois, maintenant, je veux bien croire, tu vois, parce que tu sais que c'est... Quand je te parle, d'ailleurs, on parlait de l'embrouille tout à l'heure. Quand je vous parle de l'embrouille, Sam, il vient me voir le jour d'après, il me dit « Prochaine fois que tu touches à John, tu verras. » Et vas-y, toi. C'est ça, tu vois, j'ai dit, hey, vas-y, il a couru. Mon assistant, Sam Cassell, surtout, c'est la première légende, quoi. Il reste petit dans le vaisselle, puis, tu vois, il est venu me voir, hey, next time you touch him, you see. Qu'est-ce qu'il faut carré. Il a couru. Parle bien dans ton mic quand tu veux. Tu vois. Donc, mais en tout cas, bon, comme ça. Donc, il y avait ça, mais après, oui. Je pense que oui, la première année, c'était dur, surtout qu'encore une fois, c'était l'environnement. Je pense que Victor a mieux vécu la première année parce qu'il y avait un petit groupe, il y avait un truc, c'est encadré. Nous, c'était la guerre. Vous vous souvenez de son premier... C'est pas ce qu'on imagine de ça. Son premier équipementier, vous vous souvenez? Reebok. Alors ça, j'aimerais bien que tu m'en parles parce que moi, ça, je m'en souviens de ouf. Il était sur les... il y avait Adidas qui voulait le signer à mort. Bon, à l'époque, les gars allaient surtout chez Nike. Tous les numéros 1 draft, ils y allaient, naturellement. Lui, il va chez Reebok. Et Reebok, je rappelle quand même pour les plus jeunes, c'est qu'avant que Adidas soit sponsor officiel de la NBA, enfin il y a Nike en ce moment, mais avant c'était Adidas, et avant Reebok était sponsor. Donc ils avaient pas mal de maillots, et ils étaient archi implantés dans NBA, on pense à Allen Iverson notamment. Et lui, il est l'une des dernières stars en fait à porter une gamme Reebok
en NBA avec la semelle Reebok avec des tournicotis là, bleu et blanc, machin. Il y avait une hype, il y avait une vibe. Tu te souviens de cette paire? Est-ce que tu l'as essayé ou il t'en fait des cadeaux? Il en a donné à tout le monde. Ouais, alors moi j'ai jamais aimé, à chaque fois que je portais. Déjà, je trouvais que les Reebok, à chaque fois, ça faisait gros dans mes pieds, tu vois, genre des trucs comme ça. Donc à chaque fois, je les portais pas, mais c'était très stylé ces paires. Ouais, c'était différent en tout cas, tu vois, c'était unique un peu. Ouais. Avec le côté bleu, le rouge, le logo sur le côté qui montait les trucs. Donc je voyais étonnamment et. Après, bon, je faisais comme tous les autres, il y en a pas un que j'ai connu qui a eu sa paire qui se la racontait pas. Tu vois. En même temps, tu vois, il y a être MVP, machin, avant la signature chou, c'est ce on rêve tous de ça, quoi. C'est ça, tu vois. Donc non, il avait cette paire. Et puis après, tu sais, ça venait aussi avec un gros contrat. Donc dès le début, tu sais qu'il prend des masses. En fait, John, il est limite l'un des gars les mieux payés de l'équipe. T'as Gilbert encore qui a un gros contrat, on a Rashard Lewis qui a 120. Sur la saison sophomore, il va continuer sur les mêmes standards, il va avoir sa première blessure au genou, c'est à partir de 2013 qu'il commence à exploser, il est All-Star. Raconte-nous un peu ce que c'est de jouer avec John Wall, à quel point c'est agréable, parce que on dit, depuis le début on dit beaucoup qu'il va vite, qu'il va haut, qu'il est explosif, mais c'est aussi un mec qui dicte le jeu comme rarement les meneurs l'ont fait. Totalement. On a vraiment cette relation particulière parce que c'est cette année-là, moi je commence à taffer à ce moment-là quand je reviens du lockout où j'enchaîne les stades, j'enchaîne les matchs et le double-double. Une fois que j'ai parlé anglais et que j'étais avec lui, on a toujours parlé. Donc il venait et quand on jouait sur le jeu, fais ça, fais ci. Il m'expliquait toujours une bonne façon de me le dire. Tu vois qu'on fasse, même à la fin des entraînements, il allait venir alors qu'il était plus jeune ou il allait venir, il allait dire bon, t'as vu sur ces situations, t'as compris, mets-toi là, fais ça, fais ci. Quand le coach fait ça, là, short corner. Jouer avec lui, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé agréable et c'est pour ça, de toute façon, j'ai toujours dit, depuis qu'on parle, je sais pas, John, c'est des bons souvenirs. Il est All-Star cette année-là, il fait même le concours de dunk qui remporte. On s'en souvient. D'ailleurs, en fait, en 3 ans, c'est une superstar de la ligue. Ouais. Il avait le potentiel pour. Tu vois, certains, dès leur première année, sont rookie, enfin All-Star et rookie, deuxième année, troisième année, lui, ça après 3 ans. Finalement, c'est le cheminement normal pour un numéro 1 de draft. En fait, il arrive au niveau où on l'attend assez rapidement, mais surtout, son équipe commence enfin à être intéressante à regarder et à gagner des matchs, parce qu'on peut faire des stats dans le vent, on dira toujours que t'es un loser. Là, quand tu commences à gagner des matchs, que tu commences à fréquenter l'All-Star Game, que tu gagnes le concours de dunk, c'était un vieux concours de dunk parce que c'était par équipe, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vrai qu'il s'inscrit parmi les meilleurs joueurs, mais il n'a pas les honneurs de fin de saison, parce que être All-Star, ça veut dire que tu es populaire, que tu fais partie du gratin, il n'y a pas de doute. Mais quand tu commences à rentrer dans les All-NBA, c'est qu'en fait, t'es parmi les 3 meilleurs joueurs de la ligue. En fait, John Wall, il n'a pas souvent été dans les 3 meilleurs. Il était dans les meilleurs joueurs, il n'y a pas de doute. Mais parmi les 3 meilleurs, ça veut dire qu'il faut être à 50 victoires. Une fois All-NBA, troisième équipe. La concurrence, elle est dingue à cette époque-là. C'est super dur. À un moment, oui, je pense qu'il a été toujours parmi les meilleurs. Moi, je vois pourquoi certaines choses font que c'était pas forcément le meilleur meneur. Maintenant, pour moi, oui, Après, ça m'intéresse parce que je le disais tout à l'heure, c'était le défaut de John Wall, c'est clairement sa fiabilité à 3 points. Tu passes en dessous sur chaque écran, il va réussir à passer une fois, souvent, mais dans les bonnes défenses de playoff, c'est là que c'est de plus en plus difficile. Tu l'as vu bosser plus que n'importe qui sur son tir à 3 points ? Non. Je l'ai vu beaucoup bosser sur son dribble, physiquement, ça les muscles, je l'ai vu beaucoup bosser, mais je l'ai pas vu beaucoup bosser sur son tir. Par exemple, quand un mec comme Bradley Beal est arrivé, Bradley était matrixé, 3 points. Ouais. Genre, ça se voyait, il a 4-5 exercices, des routines, son coach. Tu vois qu'ils font que ça et il est dans ça, en fait. Ça, vous en parliez, ça ? Parce que dans tu fais de la vidéo, il y a eu un coaching staff de malade et tout. Tout le monde sait que John Wall, il doit progresser à 3 points. Tu vois, je veux dire, si moi je le sais depuis la France, à 20 ans, j'imagine que vous aussi, vous le savez. C'est là, on le sait, tu vois. Après, c'est toujours pareil. C'est un enfant de 20 ans qui est déjà multimillionnaire avec une aura et des pouvoirs. Il est capable de dire moi je veux ça, il est capable de dire Kev il est gentil, mais demain je veux qu'il joue là. Il est plus avec moi en tout cas. Donc voilà. Moi, sans savoir, je vais pas être informé que John a dit ça, on va juste me transférer quelque part d'autre. Je l'apprendrai dans 10 ans, maintenant qu'il y a les podcasts. Dans un podcast, avec Nick Young au NSI. Comment il s'appelle français là Ou sort son lit de mort un jour, c'était moi. It was me. Non, tu vois. Mais en tout cas, donc c'est dur de lui dire des choses. Ça veut dire que c'est un peu la même chose qu'il disait pour Gilbert, c'est que Gilbert, au moment où il est parti en vrille, parce que ils n'ont pas su avoir des gens qui étaient là pour le stopper, le coacher. Et en fait, John, il y a eu quand Randy est arrivé, il était un peu plus, mais à un moment...
Tu parles de Randy Whitman. Randy Whitman, mais tu vois que sur le temps, ils parlent de choses, ils disent des choses, mais les points où on sait qu'il faut qu'ils progressent, personne ne dit rien. Et encore, John était gentil. Quand Gilbert arrivait, une fois, il a fait un mauvais match. J'ai dit, il s'était assis en dessous du tableau, il a mis la flèche vers lui sur le tableau, il a dit nobody talk shit to me. L'exceptionnel. Et nous on arrive, j'arrive, je vois marqué sur le tableau, je vois Gilbert en pétard, il est énervé. Il est 9h du matin. On n'est pas encore entré dans une journée. T'as encore du lait sur les lèvres. Oui, quelqu'un dans les yeux. Le mec, il est là, il est en pétard avec le mot. Tu vois, lui, il est gentil, il est vraiment gentil. John May, à un moment, tu lui dis pas non. C'est pour ça que quand je vois Lucas aller aux Lakers, c'est que d'un coup, il perd du poids. Ouais. C'est pas anodin. T'as finalement quelqu'un comme LeBron qui peut lui dire gros. Ouais. You need to lose that weight. Et c'est pareil, donc John, il a jamais eu ce joueur. Quand Paul Pierce arrive, Paul Pierce, il fait un très bon taf à tous nous rassembler, à parler, à montrer un peu de leadership. Je lisais que John avait dit que le déclic de son prime, c'était Néné qui était venu lui parler et restructurer l'équipe, lui dire gros, maintenant t'es le boss de l'équipe, c'est à toi d'être numéro 1. Je me rappelle de ce moment-là. J'étais pas là, mais je me rappelle qu'ils avaient parlé. Il arrive de Denver. Au début, il est un peu énervé, lui, parce que il savait pas qu'il allait se faire trade. Il arrive et il commence à un peu mettre la structure dans l'équipe, parce que déjà, c'est un big man, il est costaud. Il restructure les choses. Il y a plein de mecs dans l'équipe, ils trouvent que c'est des petits branleurs. Après, t'as Gortat qui arrive. Après, on a Emeka Okafor qui discutait avec. Smart, voilà, tu vois, posé. T'as Paul Pierce qui arrive. Donc, t'as plein de gars. Trevor Ariza, au fur et à mesure, il y a des gars qui passent à Larrington. À Larrington, beaucoup. Beaucoup, il parlait beaucoup avec lui. C'était un bon leader. Voilà, bon leader, bon vet. Franchement, très bon vet. Parce que l'arrivée de Bradley Beal change quand même beaucoup de choses. Et après, il y a autoporteur aussi qui va pas répondre aux attentes, etc. Mais quand Bradley Beal arrive, avec son profil parfait pour être complémentaire à John Wall, meneur de jeu, rapide, passeur, leader, et Bradley Beal qui est un vrai scoreur, tu disais tout à l'heure, surtout porté sur le shoot à 3 points, on se dit tous, c'est le mec parfait, ce sont les deux mecs parfaits pour aller loin. T'avais aussi cette sensation-là ? Totalement. Tu vois, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais... Surtout que Bradley, il arrive, il est pas comme John, il a pas besoin de monter la balle. Ouais. C'est un vrai deuxième arrière. C'est un vrai deuxième arrière, tu donnes la balle sur petit périmètre, des petites fakes, bam, petit shoot à 3 points ouvert, là, ces trucs, il va attaquer, mais il a pas besoin comme John d'avoir la balle et de partir, de faire des trucs, de créer pour tout le monde. Donc c'était vraiment les deux, et quand ils arrivent... Puis deux énormes défenseurs. Voilà, surtout qu'ils ont envie de jouer ensemble. Ils ont envie de jouer ensemble. À ce moment-là, tout le monde parle de backcourt, donc ils ont envie de jouer ensemble, et ça se passe bien. Ouais. Beaucoup de gens disent à chaque fois qu'ils s'aiment pas, alors que moi je suis avec eux tout le temps. Je dis mais s'ils s'aiment pas, c'est à quel moment, tu vois, parce que je suis tout le temps avec eux. On revient sur le prime de John Wall de 2014 à 2018. Il fait 4 fois All-Star en 4 saisons, All-NBA sur Team une fois. Ouais, mais 2014-2018, les 4 ans, là, il fait 4 fois All-Star de suite. Termine top 7 à la course au MVP en 2017. C'est la meilleure année. Il est exceptionnel. Et pourtant, cette équipe de Washington, elle va jamais en finale de conf. C'est même pas... mais tu sais, le truc de la finale des confs, c'est dur, mais... C'est des passages. Oui, mais ils affrontent même pas LeBron, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de série contre LeBron déjà. Gilbert s'est fait détruire par LeBron avant. Eux, ils n'ont pas eu besoin. Mais tu tapes les Celtics. Oui, mais est-ce que... Tu te tapes les Celtics. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que c'est pas LeBron, c'est vrai. Mais cette série au deuxième tour là, contre Isaiah Thomas, ça va en match 7. John Wall met ce game winner sur le game 6. C'est l'acte fondateur manqué pour aller plus loin derrière. Parce qu'il faut une super année. Tu l'as dit, cette année-là, il fait 7e au MVP. Donc ça dit tout de lui. Il est parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Il est au NBA. Il est multi-pro, il est All-Star. Il est multimillionnaire. Tout va bien. L'équipe est bien construite. Il y a des vétérans à l'intérieur. C'est très solide aussi. Et en fait, il te manque un match à gagner à Boston. Mais gagner à Boston en play-off. En fait, c'est les équipes qui arrivent, c'est assez rare finalement. C'est là où LeBron est exceptionnel dans l'histoire de sa vie. On rappelle que tu étais parti à ce moment-là, bien sûr. Oui, j'étais parti. Mais du coup, ils ont raté. C'est là l'acte fondateur. Oui. Si tu passes en finale de conf, peut-être que derrière, tu ouvres le chemin pour aller en finale NBA. Mais quand tu prends un peu de recul et que tu vois l'accomplissement de John Wall et des Wizards de cette période, ne jamais faire finale de conf, c'est que la franchise avait un problème ou John Wall n'était pas le leader assez fort pour ramener plus loin. Je pense que la franchise. Je pense que c'est la franchise. C'est la franchise plus que ça veut dire qu'à un moment, je pense que ce soit ma gestion, que ce soit la gestion de tout le monde, ce qui s'est passé, les joueurs que tu rajoutais. À un moment, c'est créer un environnement autour de ton joueur et le comprendre, ramener les bons joueurs. À un moment, malheureusement, on gagnait pas aussi beaucoup de matchs. Donc je pense que la franchise, c'était pas un endroit attractif où tout le monde a envie de venir jouer avec John. Tu vois, si John voulait, à mon avis, jouer avec des gars,
faudrait qu'il parte. Il fallait partir. Tu vois. Ouais. Mais personne. À un moment, il y a eu pas mal de rumeurs sur KD qui a failli. Il vient de Washington, il vient d'ici. Voilà. Tu vois, il y a eu plein de choses comme ça, mais au final, c'est toujours la même histoire. C'était pas attractif, donc. Je pense que c'est la franchise. Il y a pas mal. Il y a eu des mauvais choix. Il y a eu des moments de trucs qui sont pas passés. Il y a des moments où l'équipe elle aurait pu être mieux faite. Il y a eu des moments. C'était aussi les gars. Et, quand tu prends des mauvais joueurs, dans tous les cas, ça forme. Tout en ayant déjà un bassin, un truc. Ils ont jamais cherché à renettoyer. Ça s'est fait petit à petit. Tu vois, c'est Randy Whitman qui arrive et qui décide de. Mais Flip Sanders, il accepte beaucoup de choses. Tu vois. Donc, je pense non que c'est la franchise. À un moment, ils n'ont pas su aligner. Je pense pas que tout le monde était performant. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un peu les mêmes choses qu'on retrouve. Alors, moi, je crois que il y a deux différentes, il y a deux types de superstars ou de stars, si on peut le dire. Il y a le gars, tu le mets dans n'importe quel environnement, il va changer la culture. LeBron James, il va dans n'importe quel endroit, même dans l'Ohio, à Cleveland, chez lui, avec la pression qu'on connaissait à l'époque, et il arrive à un moment donné à ce que tu tailles en finale de conf, tailles en finale NBA, tu passes des caps. John Wall, il était peut-être pas assez fort pour ça. Donc, l'argument de l'environnement compte énormément. Oui, c'est peut-être que si John Wall était arrivé aux Spurs, tu vois, et il aurait pris la succession de Tony Parker et il serait champion un jour. Enfin, tu vois, je te prends un exemple complètement à l'opposé de ce qu'on a compris, de ce qu'on a connu là-bas. Après, au bout d'un moment, ils sont rattrapés parce qu'ils sont tout le temps blessés, les mecs. Tu vois, c'est-à-dire que si t'as 50 prime plutôt que 12, comme Chris Paul par exemple, qui n'est pas champion NBA mais qui a fait d'autres choses, en fait, l'hygiène de vie, l'état d'esprit, les sacrifices que tu fais, tu vois, au quotidien, est-ce que tu dors bien la nuit, tu vois, je vais très très loin, bien sûr. Et quel sacrifice au quotidien il a fait John Wall pour conserver sa place parmi les meilleurs meneurs de la ligue? Parce qu'à partir du moment où il était blessé, à l'image de Gilbert Arenas, il a jamais réussi à retrouver son état de santé. Après, il y a eu des coups du sort. Il y a pas mal de choses qui sont passées, que ce soit sa maman, le Covid. On va y aller, ça là-dessus. Voilà, tu vois, donc il y a eu des moments très difficiles. Voilà, donc il y a eu tout ça qui, en fait, je pense que la vie ne lui a pas donné. Et tu vois, c'est un truc toujours où je me disais, waouh, comment elle va être sa chute, tu vois. Sans lui souhaiter, mais je vois que moi, je galérais, je faisais des trucs, tu vois, et à un moment, il y a des choses, parfois, je lui avais déjà dit, tu connais pas la réalité que j'ai. Là où moi je galère, où je me demande, je vais faire toute une routine parfaite et à 16h, pas quand même être sûr de jouer ce soir, alors que pourtant je suis la même chose que toi et j'essaye de tout faire comme toi. Mais tu sais pas, toi t'arrives, on te demande juste de jouer tout en sachant que t'as les clés. Même si tu fais 3-4 erreurs d'affilée, tu joues. Moi, dès qu'il voit l'erreur arriver, elle est pas faite. Elle est pas faite. Marcine c'est exactement Donc on n'avait pas la même réalité. Je me suis toujours dit, waouh, quand tu brilles autant, tu vois, la chute, à un moment, est-ce qu'elle est plus dure? Est-ce qu'elle est parce que et tu vois, quand j'ai vu les conséquences, je lui ai envoyé des messages, tu vois, pour sa maman, pour truc. Mais quand j'ai vu l'enchaînement des choses, je me suis dit... Je te refais la période. Donc en 2018, il a 29 ans, il souffre d'une lésion du talon gauche qui normalement l'empêche de jouer, il se fait opérer donc 6 à 8 mois. Le problème c'est qu'il y a des complications infectieuses, donc ça fragilise et chez lui il va tomber et il va se rompre le tendon d'Achille. On avait beaucoup parlé de cette blessure parce que tous les mecs qui se blessent hors terrain, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je n'ai pas aucune idée, mais se faire une rupture du tendon d'Achille à la maison, waouh, l'image ça doit être terrible. T'as jamais su? C'est juste qu'il est tombé, on s'en jamais. Rupture du tendon d'Achille à la maison, les gars, c'est incroyable. Hein, J'en ai douté, j'ai douté. Ah ouais, ça, c'est chelou. Voilà, en fait, c'est pas un truc, c'est pas une blessure du quotidien, tu vois ce que je veux dire? Il faut accélérer, il faut faire un truc, enfin je sais pas, mais... C'est vrai qu'il y a une... Alors, on va pas spéculer, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Enfin, rien de grave. S'il y a eu quelque chose de grave, mais il n'y a pas un truc chelou derrière ça. Mais à l'époque, on disait tous, oh, John Wall, il a fait un truc bizarre et ils veulent pas le dire. Là, il racontait des années plus tard qu'ils ont même pensé à un moment à l'amputer parce qu'il n'y a eu pas une infection, il y en a eu 5. Et à un moment, ils se sont dit, on va peut-être pas réussir à récupérer le pied. Puis c'est quand même l'une des pires blessures pour les meneurs explosifs, ça. Je croyais que t'allais dire couper le pied, c'est une des pires blessures pour les meneurs. Pour les meneurs, c'est relou. Les meneurs explosifs, j'ai dit, attends, waouh, c'est les seuls. Ça, ils sont impactés par ça. Horrible. Devenir une jambe, c'est pas. Et donc, dans cette période terrible, il va perdre coup sur coup sa mère et sa grand-mère. C'est la période Covid en plus, hein. Donc ça va être une période terrible. Il va dire qu'il va se mettre un flingue sur la tempe. Toi, à ce moment-là, t'es parti, t'es resté en contact avec lui quand même, t'as pris des nouvelles? Quand tout ça arrive, on est en contact parce que on va s'envoyer un message pour un événement, mais on parle plus comme avant. Tu vois, depuis que je pars des Wizards, je vous avais dit, le soir où je parle avec les Knicks et les choses se rapprochent, il y a Derek qui m'appelle, Derek Fisher. Et après, du coup, j'en parle avec Gareth. Je pense que Gareth lui dit. Et puis, il m'envoie un message sur Twitter, alors qu'il a mon numéro en plus. Bon.
c'est peut-être son agent, c'est le pire. Et du coup, il m'envoie un message pour me dire not now, tu vois. Genre, attends encore un peu, tu vois. Mais moi, à ce moment, comme je t'ai dit, ça fait 5 ans que l'équipe elle me balade. Envoie-moi plus. On va peut-être not now, je vais t'expliquer, appelle-moi, je te dis, bon, on discute. Dis-moi que t'es sur un truc, mais juste le message. Et du coup, après ça, première année, il me parle pas. Ouais. Au Knicks, on n'a pas de conversation, même quand on va au match. Quand vous vous recroisez au match. Quand on croise au match, il m'esquive. Ah ouais. Il m'esquive. Genre, il me parle pas. Et du coup, un an est passé, Sanjana, quand on recommence à parler, on se pose, je parle de lui, sa famille, tu vois, il me demande pour mes parents, puis je connais ma mère, mon père, mon frère, donc je connais tout le monde, tu vois, donc il me demande, et puis c'est là qu'on recommence à prendre contact, mais à partir de là, on c'est toujours plus comme avant, donc et là, quand moi je vois que sa maman, quand je vois qu'il se blesse, je lui envoie un message sur Twitter, Insta, je lui envoie pour dire gros, tiens le coup, tu vois, mais c'est dur, je vois que ça commence à s'enchaîner, et je me dis putain merde, c'est vraiment... Comme les compliqué. mauvais cycles, quoi, quand tout part en couille, et c'est vrai que il était touchant, enfin ça a été touchant l'histoire de la dépression où c'est une évidence dans ces moments-là, tout le monde pourrait s'effondrer et lui il est à 2 doigts de faire la dinguerie, la pire dinguerie qui est le suicide, donc il fait partie de cette génération, il y a Kevin Love aussi qu'on a beaucoup parlé, cette génération de joueurs NBA, donc multimillionnaires, beaux gosses, qui ont tout pour être heureux, qui en fait ne sont pas heureux. Parce et que ça, on en a souvent parlé. Ouais. La solitude de l'athlète professionnel, t'as beau avoir des millions et une attention de ouf, à un moment donné, la charge est trop grosse en fait. C'est pas une fin en soi. Et puis t'as tellement de gens, moi, le nombre de gens, je me rappelle, qui venaient à moi pour me dire ouais, John, mets-moi en contact. Le nombre de gars, tu vois, quand on vit, les gens se rendent pas compte. Mais même dans la ville, t'es dans la ville, tu marches. T'as des mamans, t'as des papas, t'as des gens qui viennent te demander, t'as des crackheads, t'es là, t'es en boîte, il y a toutes sortes de gars. Genre, ils sont là à côté, il y a des petits gars. Et aux États-Unis, en plus, moi, j'étais toujours parano parce que quand je sortais, souvent, j'étais avec lui aussi. Ouais. Donc, j'étais souvent parano. Donc, j'étais là, je regardais toujours autour, tu vois. Je faisais un peu comme un bodyguard, limite, tu vas me dire. Corps, ouais. Mais en même temps, j'étais souvent parano. Une fois, on a eu une situation, on était dans la boîte, il y a une baston qui est partie en couille, c'est parti. J'étais avec John, donc tu vois, moi on a reculé, on a vu une bouteille passer, une bouteille de champagne a été sortie du thé. Il est tombé, tu vois, on s'est dit putain, ça doit être un quarterback. Il y avait des foot dans le coin. Il y avait une équipe de foot dans le coin. Ils ont vraiment bien envoyé la bouteille. J'ai tourné la tête, il était plus là. C'est vrai. Il était plus là. Mais comment il le vivait, ça, en boîte, la surexposition, il était serein avec ça. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'allais avec lui, moi, je suis moins connu. Donc, partout où on allait dans un endroit, des fois, j'allais me tenir devant pour pas que les gens, tout le monde le voit. Okay. Mais dès que les gens voient que c'est le John, ils viennent, ils truquent. Une émeute directe. C'est ça, en fait. Les gars, ils sont là. À un moment, même si t'as la fortune, t'as la fame, t'as tout, t'as pas une paix d'esprit. Quoi que tu fasses, t'es harcelé. T'es obligé de te dire que tu peux pas sortir dehors sans quelqu'un pour te protéger. On se rend pas compte. On se dit, c'est un luxe, c'est lourd. Mais on se rend pas compte à quel point c'est juste relou. Quand tu vois Victor avec numéro 1, tu dis, oula, en fait, je sais ce qui t'attend. C'est ça, en fait. Toi, cette vision-là. Je te promets que quand j'ai vu Victor, tout ce qui se passe avec lui, il a la barrière, le château fort qu'il a autour de lui, tout. J'ai déjà vu cette histoire. Ouais. Je te promets que j'ai vu ce film déjà. J'attends juste de voir. J'espère qu'il va se finir différemment du film que j'ai vu. Ouais. Mais j'ai déjà vu ce film. Genre, j'ai vu le mec arriver, j'étais dans les coulisses, j'étais là tout le temps au quotidien. J'ai vu des mecs, j'ai vu John avoir des routines où le mec lui apporte son café tous les matins. Je t'ai dit, j'ai vu John, il est déjà venu une fois, il nous a dit moi j'ai cette voiture, Bentley, rouge, intérieur, petite étoile, tout, je t'avais dit. Ça là, je vous la donne à 25. Le premier qui m'emmène 25, moi je fonce chez moi, j'avais du cash. Je fonce avec la voiture. Je reviens. Au moment où je rentre, comme dans les films, je croise Trevor avec la clé. Trevor Booker. Il a pris la clé. Ah non. Il avait lui 25 dans sa voiture. Je dis mais mec, pourquoi vous baladez autant d'argent, putain? J'ai voulu changer mes habitudes. Non mais Trevor Booker, il se trimballait avec des dizaines de milliers de dollars dans sa caisse. Il a pris la voiture tout de suite. Moi je suis parti parce que lui était au kiné. Donc moi je parlais avec John et j'étais, je sais pas, il y avait un autre joueur, on était 2. Tu vois, moi j'ai dit ok, moi je suis chaud. Je reviens, reste là. Je suis parti. Quand je suis revenu, comme dans le film. J'arrive, je vois le vestiaire, je vois Trevor qui marche avec la clé dans sa main. Quel est l'intérêt pour John Wall d'avoir une Bentley à, il avait 250 000, en fait, il est arrivé, il s'ennuyait. Et il nous a dit, en fait, elle me saoule. Je vais m'acheter une nouvelle voiture.
Donc ça, je la vends. Qui veut? Au moins pas gratuitement, symboliquement, 25. Voilà. 25K, symboliquement. C'est pour la famille, c'est pour la famille. Symboliquement, tu vois, voilà, 25. Ah ouais. Et il a gardé très bon bouquin, la voiture, il l'a utilisé et tout. Bah oui, il a gardé. Bah oui, J'adore. il était tout neuf. En plus, je t'ai dit, c'est stylé. C'est un délire, hein, c'est un délire. Mais c'est juste... Quelle vie. C'est comme ça, donc quand tu vas avec les gars, quand tu montes, quand tu vas avec eux... Donc John, je l'ai vu avoir une vie où tu te dis, mais... De rockstar. De rockstar, je me disais, mais waouh, tu vois, et malgré ça, j'arrivais à regarder et voir les trucs. Ouais. Il bougeait, il avait un garde du corps. Il faisait ci, ça. Il parlait avec sa maman. Sa maman, elle s'inquiétait dès qu'il est pas là ou les trucs, tu vois. Il évite d'aller quand on est en déplacement. Il y a des endroits où il sort pas. Ouais. Moi, j'avais mon pote à New York, on allait à Brooklyn acheter des trucs, de la bouffe haïtienne. Il m'a dit non, je vais pas là-bas, moi, vous êtes fous. On sait jamais. ouais, ça, non, mais c'est pareil avec. Parce que Rich, il me disait la même chose pour LeBron. Et d'ailleurs, il était avec Rich aussi, Rich Paul. Ah, John Wall, c'est chez Rich Paul. C'est moi qui les avais connectés. Ah, d'accord. Et alors Ok. Incroyable. Ce qui est fou, c'est que bon, il y a cette période noire et en plus, ils jouent avec les Wizards, parce qu'ils vont l'échanger chez Rockets contre Russell Westbrook. Ouais. J'avais posé la question à Thomas dans l'émission sur Gilbert Arenas. Est-ce que John Wall aujourd'hui est la légende numéro 1 des Wizards devant Gilbert Arenas? Toi, tu portes pas Arenas dans ton cœur. Est-ce que quand même, pour toi, c'est évident que John Wall soit numéro 1? Attention, non, je l'aime bien, Gilbert. C'est juste qu'il fait. J'ai conscience de sa folie. Ah. Non, non, non. Non, mais je l'aime. À part quand il fait des commentaires en soi. Mais par exemple, si aujourd'hui je le croise, j'ai pas. Chill. Tu vois. Chill, même Melo, on se recroise en vérité. Il n'y a pas de raison, c'était le business avant. Après, je te dis ça 2 semaines plus tard. Ouais, quel sale, regarde. Tu me vois à Bercy. Alors, Melo, on s'attaque. Mais après, en termes de ce qu'il a représenté pour DC, oui. Ouais. En termes de basketteur, non. Ok. Ça veut dire qu'en termes de joueur et de talent, non. Gilbert était incroyable. Gilbert, c'est une masterclass de regarder Gilbert jouer. Tu vois, franchement, même à l'entraînement, tu regardes les mecs, t'as l'impression de jouer. Tu regardes, ok. Tu t'es là-haut, tu regardes, les mecs loupent pas. Quand ça partait en guerre avec Nick Young, 2 gars talentueux, ça envoyait. Et je me dis, non, Gilbert, quand même, a fait des choses. C'est dommage qu'il a dû tout ruiner. Mais il a fait des choses pour la franchise, il a eu du talent, maman, agent zéro, non, je peux pas manquer de respect. Maintenant, en termes de ce qu'il représente, la bonne image, la star dont DC avait besoin, oui, John était la personne. John a été cette personne. John, il était là, il a les trucs de community, la ville, les gars, ils sont là, ils donnent. Moi, je suis chez moi, ils sont en train de donner des turquis dans la ville, ils sont. de la dinde. Ils sont là, de la dinde par-ci, par-là. De la dinde. C'est vrai que ça, c'est à l'américaine. Hein. Non, mais t'es toujours en train de donner des. Voilà. C'est ça, tu vois. Aux moins chanceux. Arenas, il a son maillot retiré, j'ai un doute. Pas que je sache, non. Il a ramené un flingue. Non. Donc si tu t'en retirais un sur le passage, tu retires celui de John Wall. Moi, je pense qu'ils vont retirer aucun des deux. Hein. Ah, même Wall? Moi, je vois pas pourquoi. Hein. Je pense qu'ils vont le retirer. Tu penses qu'ils vont retirer? Ça reste quelqu'un qui a fait les choses, ça reste un numéro 1 de la draft. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas, tu vois. On va voir. Et il a pas niqué son image avec des trucs vraiment controversés comme Gilbert qui aurait pu, mais à cause de l'histoire des guns, ils le feront jamais. Moi, je pense qu'ils le feront pour aucun des deux, malheureusement. Retirer, ça veut dire que t'as fait. Ça veut dire que cette période n'a vraiment pas marqué, quoi. Mais non, ça n'a pas marqué. Tu passes une fois, enfin 2 fois dans l'histoire un tour de playoff. Sauf que toi, tu vois l'histoire en gros. Ouais, je sais. Par exemple, pour moi qui le vivais, quand on arrive, gros, on n'est pas capable de. On pourrait pas battre Malakoff. Alors là, je m'attendais à beaucoup d'exemples cités. Là, alors, l'USMM qu'on embrasse, bien sûr. Hein. Non, mais, Arthur Sen, 31 points. Mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas fort. La première année, on n'arrive pas à gagner. On n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Ouais. Je crois que c'est le dernier match à Utah qu'on gagne. Et là, on gagne le premier match à l'extérieur. Toute la saison, elle est comme ça. Et en fait, moi, j'arrive dans une dynamique où on est tout en bas. Ouais. Même nos fans ne viennent pas nous voir. La salle, dès qu'on joue contre une équipe qui a du public, c'est chez eux. On joue contre les Lakers, la salle est jaune-violette. On joue contre Yao Ming, il y a plein de Chinois. On joue contre Yi. Je te jure, Yi Yao Ming, quand il a joué avec nous, Yi. Quand Yi a joué avec nous, c'est pareil. Chinatown, vraiment, bon, c'est déjà dans Chinatown, mais là, c'était n'importe quoi. Il n'y a que ça. Donc, et toutes les salles, tu vas les Boston Lakers, ça devient vert. Donc je me dis, on a une salle qui se décore à toute équipe, tu vois. Fonction des événements. C'est les c'est un luxe, tu vois. Mais pour revenir sérieusement,
on part du bas et on est comme ça et en fait et on monte et on se rend pas compte, mais la deuxième année elle nous permet de stabiliser. On va pas en play-off certes, mais on fait une meilleure saison, on fait des choses, on commence à jouer, l'équipe est mieux et ensuite la troisième année on atteint truc, je crois c'est la troisième année ou la quatrième année qu'on atteint les play-offs. La quatrième, tu vois, 2013-2014. Donc il y a une construction qui se fait, il y a John qui revient, il était blessé, il y a eu plein de choses. Donc à un moment, nous en termes d'intérieur, on voit les steps, mais c'est vrai que de l'extérieur, tu peux juste te dire bah, ils sont jamais passé le deuxième tour, quoi. Alors que, en soi, nous, on est parti de rien. C'est pas comme si. Non, mais bien sûr. Si j'étais arrivé dès la première année, on fait le deuxième tour. Bah oui, au bout d'un moment, on fait ça 5 ans. Tu parles de tellement loin que toi, tu considères que réussir à être une place forte, en tout cas espérer être une place forte de la conférence Est, bah oui. en soi, ça mérite d'avoir ton maillot retiré. Tu vois. Non, Enfin, ça mérite, là, pas pour le maillot. Son impact. Pas pour le maillot, mais là, je parlais juste de nous, l'équipe, quand on est dedans. Pour les gars qui sont dedans, bah, tu dis. Waouh, il y a une progression. Quand tu vois qu'une équipe n'est pas capable de gagner un match extérieur, arriver à une équipe de play-off. C'est l'équipe que tout le monde aimait bien. Franchement, les Wizards, on aimait bien. Il y avait de l'espoir. Les maillots étaient bien. Maillots, il y avait une vibe de maillot. Il y avait, après le truc d'Arenas, mine de rien, très rapidement, à l'échelle de la NBA, très rapidement, 2-3 ans, tu arrives à être compétitif. Et c'est un vrai exploit. Avec des mecs qui sont draftés par la franchise et tout. Donc, là où je te rejoins, c'est que c'est un petit exploit de se retrouver en position à Boston, d'aller en finale de conférence. On s'épargne, on fait rapide sur sa fin de carrière. Il joue une première année qui est les Rockets. Où ça qui le shut down au milieu de la saison. Qui le shut down. En fait, il se blesse, il revient et ils disent on veut faire jouer les jeunes. Et du coup, il le laisse sur le banc, tu sais, en civil toute l'année. C'est même pire que ça. Russell Westbrook donc, part à Washington. Lui, il arrive. James Harden part à Brooklyn. Lui, il vient pour, après Chris Paul, après Russell Westbrook, jouer avec James Harden. Donc c'est patatras. Il retrouve Cousins. Ouais, il retrouve Demarcus Cousins pour quelques matchs. Maillot bleu, là. T'as raison. Ouais. Et on a encore un peu de hype. Moi, j'ai encore un peu de hype pour John Wall. Après, le fait qu'il veuille plus jouer avec les jeunes, trouver une autre porte de sortie alors qu'il était sur la fin de son énorme contrat, bah, forcément, ça brouille un petit peu la fin de son histoire. Et avec les Clippers, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il fait, je crois, à un moment, il a 19 points et tout. Il est pas mauvais, mais son corps tient pas en fait. C'est ça. Son corps ne tient plus, malheureusement. Et il va être à nouveau tradé chez les Rockets, c'est fou. Mais et après, il va se faire cut. On arrive à la fin de John Wall, mais du coup, quand tu prends la big picture, comme disent les jeunes, quel legacy il a ce mec avec tout ce qu'il a accompli avec les Wizards, en sachant qu'il est numéro 1, qu'il n'a donc pas de titre collectif. Pas tant de titres individuels, 5 fois All-Star en tout, une fois All-NBA First Team. C'est quoi donc sa trace dans la NBA? Sa trace, il fait partie des bons joueurs d'une génération. Il fait partie, tu vois, des joueurs que les jeunes aiment et donc forcément, tu as un lien particulier parfois avec John Wall. Mais la NBA est tellement riche, il y a tellement d'histoires exceptionnelles que finalement son passage, on en parlera nous parce qu'on l'a vécu, mais il sera entre guillemets oublié, je sais pas oublié, mais en tout cas il est tellement moins important que des gars qui ont marqué l'histoire de la NBA sur sa génération que finalement il va être dans le deuxième wagon des meilleurs joueurs de la NBA. Si les premiers de sa génération c'est Steph Curry, Kyrie, ce genre de choses, tu vois, Damian Lillard, lui malheureusement il n'aura jamais réussi à s'installer durablement dans une équipe qui gagne des titres. Donc, de toute façon, la concurrence est telle, on l'a dit tout à l'heure. La concurrence est tellement difficile. Mais moi, j'ai toujours kiffé John Wall. C'est aussi la réalité. C'est dans la ville des Wizards, c'est là qu'il va laisser une legacy. Maintenant, c'est vrai que si tu me demandes, à l'échelle, ça sera pas comme Kyrie. Pour l'instant, c'est pas le cas et ça sera. Le gars, parce qu'il a fini. Et il va survivre par les highlights quand même. Donc, et puis après, je pense qu'il va survivre aussi avec les 400 millions qu'il a pour carrière. N'oublions pas quand même que les mecs, à partir de 20 millions, c'est pas mal, mais que là, ne compte pas. Je pense qu'il va Après, il y a un autre truc, c'est que le fait d'être consultant. Quand il arrive au Rockets, il est à 44 millions la saison. Mais oui, c'est un truc. On parle des pires contrats de la NBA, ce genre de choses. Là, c'est quand même des salaires fous pour ne pas jouer, on le rappelle. On verra son après-carrière. On verra en tant que consultant parce que ça, tu vois, dans le foot, Christophe Dugarry, ce genre de choses, on a redécouvert des mecs en fait, Happy Bay, je sais pas, tu vois, plein de gars comme ça. Mais je suis curieux, moi, j'ai envie de savoir. C'est un ordinateur, il adore le basket. Vas-y, maintenant, on va voir comment ça sort. Je pense qu'il va être d'analyse c'est toujours pareil, c'est voir comment il est, voir comment déjà, parce que la personne que j'ai connue à l'époque, c'est un jeune qui est concentré. Aujourd'hui, je sais pas comment il est allé, depuis après sa retraite, je sais pas, tu vois, je veux dire où il en est, même au niveau de sa vie, comment il fait, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, donc. C'est quoi ton dernier contact avec lui? Mon dernier contact avec John, quand j'ai pris ma retraite, depuis ma retraite, on n'a pas discuté. Ok. Tu vois, quand j'ai pris ma retraite, il m'avait demandé qu'est-ce qui s'était passé. C'est lui qui m'a envoyé un message pour me demander qu'est-ce qui s'est passé.
Et après ça, on n'a pas eu de contact, tu vois. Ok. Après, Mais tu le recroiseras. C'est un gars que tu vas recroiser un jour dans ta vie, ça c'est sûr. Et puis c'est sûr, tu vois, je me dis à ce moment-là, c'est sûr qu'on va se croiser, tu vois, même je sais où il est, il est à Miami, hein, John, donc où on s'entraînait au même endroit quand moi j'étais à Miami avant de venir du Covid, donc je le croisais déjà des fois à Miami, des choses comme ça, tu vois, mais c'est vrai que oui, depuis ça, on avait parlé après, puis pas de contact depuis. On finit toujours avec les petites questions double team. Vous me dites chacun son meilleur match en carrière. Ah, moi, genre, le match 6, là. Match 6. À Boston, Oui, ouais. À Boston, où soit tu perds, tu te fais éliminer, tu mets un game winner, tu mets 26 jours de Après, mémoire. personne ne sait qui monte sur le. Oui, c'est vrai qu'on le suit pas trop derrière. Ça, c'est des moments qui marquent quand même. Voilà. Il y a des triples-doubles, il y a beaucoup de choses, il y a des highlights. Mais des matchs de playoffs, c'est ça qui nous fait vibrer. Et là, d'être à un match de se faire les Celtics, c'est une sacrée perf. À quel joueur vous l'associez en premier? C'est plutôt évident ou... Ouais, Bradley Beal quand même. Hein. Oui. Tu vois, c'est son pendant. Oui, et puis c'est backcourt, tout ça. Oui, c'était vraiment leur truc. C'est le joueur avec qui vraiment la star avec qui tu peux l'associer. Oui, bravo. On les citait souvent comme le meilleur backcourt de la NBA. Ouais. Ce qui ça n'a jamais été vrai. Tu vois, quand tu vois Steph Curry avec Klay Thompson à côté. À quel coach on l'associe en premier? Moi, Randy Woodman. Oui, Randy Woodman. Il n'a pas connu tant de coachs que ça finalement dans sa carrière. Hein. Et je finis avec toi, Kev. Est-ce que c'est le meilleur joueur avec lequel tu es joué? Vraiment dans la période, parce que tu parles de Gilbert Arenas, bon son prime il est avant que tu arrives quand même, donc c'est le meilleur joueur que tu aies fréquenté? Dans cette période, bah après c'est la dans ta carrière à toi? Dans ma carrière, non. Non. Georges devant? Non, non plus. Melo meilleur que John Tony Wall? Parker? Non, les deux meilleurs joueurs avec qui c'est un Tony que j'ai pu voir sur des compétitions, des championnats d'Europe où je vois un mec se préparer et arriver et dominer. Et moi, j'ai toujours dit, Victor, jusqu'à aujourd'hui, je change pas. C'est le plus impressionnant que j'ai vu. Ok. Bah écoute, c'était très bien en tout cas. C'était bien complet. Hein. Passionnant. Exceptionnellement, on l'a fait à 3 aujourd'hui. On peut pas le faire souvent puisque c'est double team. Hein. Sinon, on est obligé de changer le nom et toute la DA. Donc ce serait un peu relou. Mais là, sur John Wall, on s'est dit qu'il y a Kev, t'as plein de choses à nous raconter. Il faudrait qu'on fasse un double team sur toi un jour. On va laisser les gens. Ça, c'est le prochain concept. Mais plus tard, on va raconter. Il va falloir trier toutes les histoires. Hein. Non, ouais. Pause. Avec plaisir, on en reparlera. Mais non, il n'y a pas de souci, on peut. Mais merci, c'était très cool. Bah, merci aussi pour ce retour. En plus, ça fait plaisir, ça fait un petit moment. Donc, merci. T'es content de te retrouver, hein? Ah oui. Ah oui, on t'a fait la fête, là. Ah ouais. Donc voilà, Tom, merci. Hein. Exactement. Merci Thomas. Merci Tom. Et merci Léo en régie. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez un joueur en particulier pour le prochain Double Team. Il y en a un autre qu'on va tourner là avec Arthur Sen. Ça arrive bientôt, donc restez bien connectés sur First Team. Ciao tout le monde.